prends en force mais pas en masse, je dois faire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que c'est possible de prendre de la force et de la masse en même temps et je vais tout expliquer dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est comprendre qu'une énorme partie de ton hypertrophie va venir de ta progression sur ton SBD. Donc c'est-à-dire que si demain tu rajoutes 25 kg à ton deadlift, 30 kg à ton bench, 50 kg à ton squat, tu auras un physique qui sera complètement différent de ton physique actuel et c'est normal. Je sais que tu vas forcément me trouver des contre-exemples, mais en général un mec qui squatte 220 kg en série de 5, il a des gros quads. C'est vraiment basique, mais c'est important de le rappeler. Maintenant, c'est pas juste le fait d'être fort qui va t'apporter les résultats en hypertrophie, mais c'est le processus qui va te permettre d'arriver à ce niveau-là qui va t'apporter ces résultats-là. C'est davantage parce que tu as passé des années et des années à augmenter progressivement le volume et ou l'intensité et ça t'a permis au fur et à mesure d'atteindre un squat à 250 kg. C'est pour ça que tu as des gros quads, mais à aucun moment le fait de squatter 250 kg pour une rep, c'est ça qui d'un coup va te faire exploser tes quads. Ça marche pas de cette façon-là, c'est vraiment un processus qui est continu. Quoi qu'il arrive, ça change rien au fait qu'il faut que tu deviennes très fort pour prendre vraiment en masse, en particulier si tu n'as pas une bonne génétique. Ensuite, un des facteurs, sinon le facteur le plus important pour prendre en masse, c'est ta nutrition. Je sais que tu n'as pas envie de l'entendre, mais si tu prends en force mais que tu prends pas en masse, c'est probablement parce que tu manges pas assez. Je sais que tu vas probablement me trouver toutes les excuses du monde, comme quoi tu as déjà tout essayé, que tu manges déjà 25 000 calories par jour mais que ça marche pas. Pour ordre de référence, je suis à 4500 calories par jour pour maintenir un poids de corps de 78 kg. Donc je sais, il y a des gens qui, comme moi, n'ont pas forcément un métabolisme adapté pour prendre du poids, etc. Il faut que tu te forces et que tu manges de plus en plus. Je te rassure, il y a un moment où ça devient beaucoup plus simple. Mais il faut d'abord que tu prennes cette habitude et après, ça va devenir beaucoup plus simple. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es dans la même configuration que moi et donc que tu as un métabolisme qui n'est pas du tout adapté à la prise de poids. Ce que tu veux faire dans cette situation-là, c'est manger beaucoup de calories liquides, donc notamment des shakers, et également manger beaucoup d'aliments qui contiennent énormément de calories dans très peu de volume, donc comme des noix par exemple. À force d'augmenter tes calories au fur et à mesure, tu vas bien trouver un moment où tu vas enfin arriver à trouver les calories que tu dois manger chaque jour pour prendre du poids. À ce moment-là, tu n'auras plus du tout à les augmenter et tu pourras simplement te contenter de maintenir pendant 2-3 mois. Et une fois que tu vois que ton poids stagne et que tu n'arrives pas réellement à prendre en masse, etc., à ce moment-là, tu peux encore monter de 200-300 calories. Après, je te rassure, il y a peut-être un autre problème, c'est peut-être que tu manges suffisamment 6 jours de la semaine, mais que le dernier jour de la semaine, peut-être que tu manges pas assez. Moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps, étant donné qu'en général, le week-end, je sors, donc forcément, vu que je sors à 20h, je mange pas le lendemain avant midi, donc tu loupes quand même 2-3 repas, et donc forcément, ça affecte énormément ton poids et tu peux pas prendre autant de poids que ce que tu voudrais. Évidemment, le dernier truc que tu as envie de faire si tu veux prendre du poids, c'est de ne pas manger pendant 15 heures. Malheureusement, un seul jour où tu fais une dinguerie comme ça peut littéralement te détruire toute une semaine d'effort, donc vraiment, fais attention à ce point-là. On enchaîne avec le troisième point, à savoir les mouvements d'isolation. Je vais pas arrêter de le répéter puisque je vois beaucoup trop de gens continuer à faire un format SBD à l'année, ce qui, de mon point de vue, est toujours inférieur. Comme je te dis, évidemment, je suis pas contre le SBD puisque moi-même j'en pratique et forcément, étant donné que c'est littéralement la base de notre sport. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en termes d'hypertrophie, les mouvements d'isolation, ils sont autant importants que les mouvements de compétition. Je suis désolé, mais tu peux faire autant de SBD que tu veux avant d'avoir un dos vraiment développé qui va te permettre de tirer lourd au deadlift notamment. Ça va être très compliqué de le développer en faisant uniquement et exclusivement du deadlift. C'est beaucoup plus intelligent de le développer en faisant une variante de tirage vertical, du tirage horizontal, etc. etc. Vraiment aller étoffer ton entraînement et mettre davantage de variations pour vraiment target les muscles de façon correcte. En plus de ça, le fait de rajouter des mouvements d'isolation, non seulement tu vas prendre en hypertrophie, mais en plus de ça, tu vas pouvoir renforcer des aspects techniques que tu veux avoir sur tes mouvements de compétition en les faisant davantage sur tes mouvements d'isolation. Maintenant, si tu veux éviter de te prendre la tête sur la sélection des mouvements, sur la programmation de façon générale, sache que je fais du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta et je te répondrai au plus vite. On passe maintenant au quatrième point pour le choix des variantes du SBD. Si tu sais que tu as un point faible musculaire, rien ne t'empêche de rajouter une variante d'un mouvement de compétition après ton mouvement de compétition. Imaginons que tu as un point faible au quadriceps. Pourquoi est-ce qu'après tes séries de compétition en low bar, tu ferais pas un 4x8 en high bar par exemple? Procéder de cette façon, au moins ça va pas te détruire tes progrès sur le mouvement de compétition puisque tu le fais en premier, donc il n'y aura rien qui va l'impacter. Et derrière, tu enchaînes quand même sur du high bar pour vraiment target ton point faible des quadriceps et donc vraiment détruire ce point faible. Évidemment, ça va te rajouter un petit peu de fatigue, mais c'est pas du tout un problème étant donné que cette fatigue, tu vas pouvoir la drop très facilement en faisant un deload ou à l'approche d'une compétition en supprimant progressivement des variantes. Je dis bien à l'approche d'une compétition, pas à l'année. Par contre, je te conseille uniquement d'intégrer une variante du mouvement de compétition par séance. Pourquoi une seule variante du mouvement de compétition? Parce qu'une fois que tu as déjà fait ton mouvement de compétition et ta variante du mouvement de compétition, tu n'as pas envie d'aller en enchaîner une dernière puisque ce sera beaucoup moins productif, tu auras beaucoup moins de force et c'est à ce moment-là que tu risques les blessures. Si vraiment tu veux continuer à taffer sur un point musculaire
musculaire va vraiment prioriser les machines et éventuellement les haltères. Dans le cas par exemple des jambes, tu veux faire des fentes bulgares ou des choses comme ça. Dans le cas où tu as un point faible sur 2 groupes musculaires en même temps, ce que tu peux faire c'est un jour par groupe musculaire. Donc imaginons le lundi tu fais du low bar et derrière tu enchaînes avec du good morning pour renforcer tes lombaires, et le jeudi tu vas faire du low bar enchaîné avec du high bar pour renforcer tes quadriceps par exemple. Forcément procéder de cette façon là, non, ça n'impactera pas ton low bar étant donné qu'à chaque fois il est en premier mouvement et la fatigue d'un jour à l'autre, normalement tu as 2 à 3 jours de récup entre les deux, donc tu n'auras pas ce problème là. Et en plus de ça, ça va forcément te permettre de progresser beaucoup mieux et de forcer davantage étant donné qu'au lieu d'avoir 3 mouvements, tu n'en as que 2, donc tes ressources tu peux les mettre dans ces 2 mouvements au lieu de les diviser sur 3 mouvements. La dernière question très importante qu'il faut que tu te poses, c'est quelle est ta priorité? Même si on est sur une chaîne de force, ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas le droit de préférer le body. C'est vraiment une question importante qu'il faut que tu te poses parce que tu ne pourras jamais optimiser, et je dis bien optimiser, ta prise de muscle et ta prise de force. Tu auras forcément un aspect qui sera un petit peu plus en retrait que l'autre. Donc forcément, si tu veux prendre en force et en masse, pose-toi réellement la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ça ne veut pas dire que l'autre aspect, tu le dégages complètement, vu que dans tous les cas, les deux sont liés, et dans tous les cas, si tu prends en muscle, tu vas prendre en force, et si tu prends en force, tu vas prendre en masse. Mais il faut vraiment que tu te poses cette question parce que ça va vraiment déterminer là où tu vas mettre l'accent pendant ton training. Ça te permettra de mettre en place différents éléments et d'optimiser réellement le point qui, pour toi, est le plus important. Je te remercie pour ton temps et je t'invite à regarder cette vidéo où je te donne mon meilleur programme pour prendre en force.